Chers amis, bonsoir. Merci de nous retrouver pour notre rendez-vous habituel. Culture, l'autre regard. C'est un immense plaisir de vous retrouver et si l'expression est usée, le sentiment qu'elle exprime ne l'est jamais. Ce soir, nous allons aborder ensemble une des multiples facettes de notre patrimoine inépuisable et nous allons le faire à travers la prose et la poésie avec mes deux invités de ce soir. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Salah Selloum. Monsieur Selloum, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un immense plaisir de vous recevoir, Monsieur Selloum. Vous êtes retraité de la fonction publique, Absolument. écrivain, Oui. auteur de 2 romans, Oui. Les chemins perdus des innocents et La farandole des destinées, Voilà. respectivement publiés aux éditions La Pensée et Média Index. Et l'ouvrage qui nous intéresse ce soir s'intitule Tizi Ouzou, ma ville natale, sous le ciel infini du temps qui passe. Oui. Un ouvrage protéiforme, un recueil de textes illustrés où vous incluez aussi des biographies, des légendes et de la poésie. Poésie. Voilà. Voilà. Nous allons voir tout cela plus avant au cours de l'émission. Mais avant cela, j'ai aussi l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Jamil Rahmani. Monsieur Rahmani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de m'avoir invité aussi. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Monsieur Rahmani, vous êtes médecin, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages à 4 mains, comme on Oui, dit, avec à votre fait. compère et confrère Michel Canesi. On peut citer Le syndrome de Lazare, votre première collaboration, Alger sans Mozart, Ultime preuve d'amour. Et vous avez deux ouvrages qui font l'actualité, comme on dit. D'abord, celui qui va le plus nous intéresser, qui va être l'objet de notre examen le plus minutieux, Les contes berbères de mon grand-père, publié aux éditions d'Alimen en 2022. Et puis, nous aborderons aussi comment être bien portant avec la médecine du prophète. Merci encore, Monsieur Rahmani, d'être parmi nous. Merci beaucoup. Alors, avant d'explorer plus avant justement la ville de Tizi Ouzou, je continue avec vous, Monsieur Rahmani, sur ces contes berbères et la genèse de ces contes, puisque ce sont des contes qui ont été d'abord recueillis par votre grand-père, Slimane Rahmani, Bien sûr. un grand intellectuel, une grande figure, un grand ethnologue, relativement méconnu, sauf par ceux du milieu spécialisé. Et ce recueil est préfacé par l'illustre Jacques Berck. Tout à fait. Alors, mon grand-père les a recueillis dans les années 40-50 auprès des femmes de son village, auprès des conteurs, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait des conteurs qui allaient de village en village raconter des histoires. Ce n'était pas dévolu uniquement aux femmes. Et ces conteurs, c'était le Netflix de l'époque. Ouais. C'est-à-dire qu'ils racontaient des contes en tranches. Il y avait des épisodes et ils disaient que ces contes, ça libérait des mauvaises ondes et donc il fallait absolument sacrifier des animaux et ça leur permettait de manger de la viande. Oui. Des griots assez roublards. Voilà, les griots, c'est tout à fait les griots comme les griots africains. Et mon grand-père, donc, toute sa vie, a recueilli toutes les pratiques de sa région, parce qu'il savait bien que cela risquait de disparaître et qu'il fallait laisser une trace, comme la culture kabyle est une culture, la culture berbère est une culture orale, qui a été très peu écrite, Certes. en dehors du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ça a été écrit, il y a des ouvrages qui ont été écrits en berbère, mais depuis, l'usage a périclité, et donc il n'a eu de cesse que de recueillir toute sa vie les us et coutumes et les contes de son pays. Et vous dites dans l'avant-propos de cet ouvrage que vous avez été frappé en lisant ces contes vous-même, que vous avez ensuite recueillis, par la dureté des conditions de vie qu'ils décrivent. Et ça rappelle, d'ailleurs, même lorsqu'on lit les contes nous-mêmes, ça rappelle un petit peu l'origine des mythes en général, où face à une nature qu'on ne maîtrise pas, on cherche à établir avec elle un rapport d'esprit à esprit. Bien sûr. D'où la prolifération des djinns et d'où le fait qu'on cherche un esprit derrière chaque phénomène naturel. Mais c'était moi. Moi, j'ai connu cette Kabylie, j'ai connu cette Algérie d'avant l'indépendance, où les gens étaient très très pauvres. Hein. L'immense majorité des Algériens étaient très pauvres, et l'indépendance a réellement donné une redistribution des richesses du pays. Et moi, je me souviens, quand on allait d'Alger à Bjaïa,
eh bien, on passait par des villages où les maisons étaient dégourbies et où les enfants étaient en haillons et marchaient pieds nus. Et cette dureté de la vie, je la voyais dans ma famille, parce que quand j'allais chez mes tantes ou mon arrière-grand-mère, eh bien, elles habitaient dans des maisons, le sol était en terre battue, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il fallait chercher l'eau à la fontaine. Et puis, il y avait des légendes autour des points d'eau, autour de l'eau stagnante, où on disait, quand le soir tombe, il ne faut surtout pas longer un étang ou une flaque, parce qu'il y a des mauvais esprits qui rôdent. Et on racontait l'histoire d'une cousine qui était sortie avant la tombée de la nuit et qui était devenue folle parce qu'elle avait croisé un djinn. Et vous soulevez ce paradoxe de votre grand-père qui a le souci de transcrire cette tradition orale, mais qui aura moins celui d'initier sa propre femme à cette transcription, puisque il va donner une instruction à ses filles, mais il mettra presque un point d'honneur à ne pas la donner à sa femme. Votre grand-mère Daouya, la lumineuse, elle était très très intelligente, et elle lui reprochait de jamais ne lui avoir donné des éléments, alors qu'il était instituteur, qu'il était professeur d'arabe, professeur de berbère. C'est un érudit, oui. Oui, c'est un érudit. Quand on allait chez lui, il y avait une bibliothèque immense avec des manuscrits qui remontaient au 10e, 11e siècle. Et donc, elle lui a reproché ça toute sa vie. Et d'ailleurs, les contes que vous avez publiés reflètent un petit peu les préjugés de la société qui les a produites. Et notamment, l'un des préjugés qui, jusqu'aujourd'hui, a un petit peu la peau dure, c'est celui de la mésalliance. Plusieurs contes donnent des leçons un petit peu pour mettre en garde contre les mésalliances et donc pour dire finalement que chacun sa classe sociale et tout le monde est à sa place. Bien sûr, moi je sais que moi je suis de famille maraboutique. Oui. Il était interdit aux filles et aux garçons de se marier avec des gens qui n'étaient pas de famille maraboutique, parce que les unions étaient réputées stériles. Y compris d'ailleurs aussi entre factions, où cette fraction se considère d'une extraction un peu plus noble que telle autre. D'où le fait aussi qu'on retrouve aussi dans les contes un certain dédain pour les métiers manuels en général, mais surtout pour celui de la forge. Et là, ça place ces contes dans toute une tradition méditerranéenne de ce dédain-là du métier de forgeron. On songe à la mythologie grecque et romaine par Héphaïstos et Vulcain. Voilà, qui sont les moins bien lotis parmi les dieux, ou les cyclopes, qui sont carrément eux montés à l'assaut des dieux. C'est une vraie lutte des classes dans le ciel de la mythologie. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les contes. Alors, c'est des métiers qui sont dévolus à des étrangers. Tout à fait. Voilà, si peu nobles qui sont réservés aux étrangers. Tout à fait. Et pour en revenir à Jacques Berck, donc c'est une histoire intéressante, parce que Jacques Berck était le fils d'Augustin Berck, qui était responsable de la commune mixte de Ouadmarsa, où habitait mon grand-père, et où mon grand-père était instituteur. Et Augustin Berck a confié son fils Jacques Berck à mon grand-père pour lui enseigner l'arabe et le kabyle, et le berbère. Et donc j'imagine que l'intérêt de l'arabe pour Jacques Berck vient de ces cours que mon grand-père lui a donnés. Oui, et c'est une belle boucle que de retrouver finalement le nom de Jacques Berck dans la préface de l'ouvrage des contes que son propre instituteur a collectés. Alors, il devait être publié au début des années 60, et puis ça ne s'est pas fait. Ils ont gardé tous les deux des relations d'amitié, c'est pour ça qu'il a préfacé ses contes. Oui, et pour continuer un petit peu sur la dimension sociologique de ces contes, puisqu'il ne s'agit pas seulement de divertissement, c'est toute une anthropologie qu'on va retrouver derrière, et on retrouve notamment une apologie par exemple de l'endogamie, lorsque la morale de l'histoire c'est « épouse ta cousine même si elle est borgne ». Alors on a mentionné la mésalliance, mais il y a aussi cette phobie de l'alliance éloignée qui disperserait le patrimoine. Bien sûr. Ah oui, puisqu'il dit... qui dit épouser hors de la famille, dit héritage qui se disloque, notamment celui précieux de la terre, qui était déjà chiche à cette époque-là. Absolument. Et si tu permets, Jawed. Bien sûr, je vous en prie. Cette histoire de ne pas disperser l'héritage, on la retrouve aussi dans les mariages. Certes. Pas dans les mariages, disons, mais les deuxièmes mariages. Quand un frère qui avait une épouse, et le frère décède.
eh ben, c'est l'autre frère qui reprenait l'épouse. Absolument. Tout Bon, à fait. c'est Tout- pour les enfants Ouais, ouais. et beaucoup plus aussi pour ne pas disperser Le patrimoine familial. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Moi, mon grand-père a épousé une femme qui est morte. Et il a épousé la sœur, Voilà. donc ma grand-mère. Chez nous en Kabylie, c'est fréquent. Moi, dans ma famille, j'ai des frères qui ont épousé les épouses de leurs frères. Absolument. Et Voilà. on va y revenir en évoquant toutes les légendes, mais aussi la dimension sociologique de votre ouvrage. Et avant cela, je voudrais juste, avant de rebondir avec M. Sloum, je voudrais juste continuer sur cette question, puisque vous avez mentionné que vous-même, vous êtes issu d'une famille maraboutique. D'ailleurs, on va parler des marabouts que vous avez mentionnés dans votre ouvrage, qui ont une part belle dans cet ouvrage-là. Il y a des dimensions sociologiques presque universelles. Lorsqu'on lit dans un conte l'apologie de l'instruction, et à cette époque-là, elle ne pouvait être que religieuse. Bien sûr. Alors, moi, tout de suite dans ma tête, c'est l'histoire de deux frères qui vont se séparer par un accident, et l'aîné dit au puîné, quoi qu'il arrive, prends soin de bien t'instruire, ça sera ton unique bagage. Et c'est cette instruction-là qui va les réunir à la fin, qui va leur faire dépasser leurs vicissitudes. Et ça m'a tout de suite rappelé d'abord Simhan Domhend, qui a été, lui, formé Bien sûr. pour devenir un clerc, voilà, Bien sûr. pour devenir un marabout lui aussi, par son oncle, qui était déjà un fameux marabout. Mais ça m'a aussi évoqué, que ce soit dans l'aspect romanesque, un Julien Sorel, Ouais. dans Le Rouge et le Noir, ou un Hegel dans la vraie vie, oui, qui a suivi une instruction religieuse parce que c'était le seul débouché à l'époque, et qui deviendra ensuite l'un des plus grands philosophes de l'Europe et des Lumières allemandes, voire des Lumières tout court. Avec Marx. Oui, sauf que Marx, Marx est venu après, est postérieur aux Lumières, et il va... voilà. Marx, c'est avec Engels. Exactement. Donc on va revenir sur d'autres aspects sociologiques de ce superbe ouvrage qui se lit vraiment d'une traite. Mais avant cela, je profite de l'évocation de la lignée maraboutique de M. Rahmani pour me tourner vers vous, M. Sloum. Merci. Vous aussi, dans votre ouvrage, vous faites la part belle aux marabouts et vous mentionnez leur dimension sociologique, mais aussi leur dimension identitaire. C'est-à-dire que les tribus, les fractions s'identifient à leur marabout. Ah oui. Et il y a presque une sorte de concurrence entre tel et tel marabout, parce qu'il y a une concurrence entre telle et telle fraction. Et le prestige de tel marabout rejaillit sur la fraction qui s'en réclame. Absolument. Absolument. D'ailleurs, Tizi Ouzou, le saint de Tizi Ouzou, c'est Sidi Bellois. Oui, immortalisé par la fameuse chanson. Voilà, Sidi Bellois. Donc, chaque contrée kabyle, comme l'a dit Chef, possédait son marabout. Disons presque toutes les contrées d'Algérie. C'était pas propre à la Kabylie. Évidemment. Hein. Bien sûr. On peut citer comme ça au hasard Sidi Boumdine de, je pense, de Tlemcen, Tlemcen, oui. Lalaye Goureya puisqu'on parle de bougie. Donc, toutes les contrées, et puis la fonction du marabout lui-même, elle était éducative. Il enseignait la religion et l'arabe, Oui. il avait une fonction sociale et aussi politique. Certes. Très important. Certes, Politique on va y arriver avec l'insurrection. Voilà. Et de guérisseur aussi. Pardon. De guérisseur De aussi. guérisseur aussi. Donc il avait même de notaire, disons, de prévôt notaire, au niveau Dépositaire du droit. Oui. dépositaire du droit religieux, bien sûr, qui découlait du Coran. Donc la fonction du marabout était très importante. Comme je l'ai dit, sociologique, sociale, politique, éducative, financière aussi, quand il y avait des disettes, et on avait autrefois. Donc il revenait au marabout de distribuer le peu qui existait. Certes. C'est-à-dire un socialisme, disons, primaire, voilà, donc égalitaire, disons. C'est tout ça. Donc la fonction du marabout, chez nous à Tizi Ouzou, Sidi Bellois jouit d'un immense prestige. Oui, on va évoquer toutes les légendes. Et même qui tournent quand autour. la JSK jouait, je me souviens, j'étais jeune, on prenait on décogeait des moutons, etc., pour protéger la JSK, pour gagner. Voilà, donc. Alors, et c'était aussi médical, j'insiste, Bien sûr. les femmes stériles. Oui. On implorait le marabout pour
Certes, pour la Quoique- descendance. quoique là, le rapport de cause à effet n'est pas toujours Il n'est très pas clair. toujours clair. Voilà. Mais moi, ma grande-tante faisait des harza. Oui. Voilà. Ah ouais, ça, c'est courant. C'est-à-dire que des harza qui avaient des vertus prophylactiques et des vertus de guérison. Absolument. Et moi, je me souviens avec son khalam, elle avait appris l'arabe, on lui avait appris l'arabe, elle était lettrée, elle écrivait des versets du Coran sur des bouts de papier. Et revenons à Sidi Beloua, le mausolée que je connais beaucoup parce qu'il m'arrive souvent d'y aller. Oui, oui, que vous avez d'ailleurs votre recueil Il y illustré. avait derrière, il y a le mausolée, et juste derrière, il y avait la khloua. C'est une sorte de grotte où le saint se réfugiait. Mais dans cette grotte, il y avait, maintenant elle a disparu, moi je me souviens, j'étais jeune, il y avait une petite lucarne qui donnait sur l'ouest de Tizi Ouzou. Et comme l'exil chez nous, c'est-à-dire en Kabylie, c'est très prononcé, disait l'immigration, et la vieille femme qui n'a pas vu son mari ou son fils depuis des années, elle allait à cette fenêtre, à cette lucarne, et elle priait le saint de revoir son fils avant qu'elle ne meure. Donc c'est un peu romantique et un peu triste. Certes. Ouais. Et, On appelait la fenêtre du couchant. et pour lier un petit peu tout cela à l'histoire, vous mentionnez l'insurrection de 1871. Et ce qui me fait embrayer sur cette insurrection, c'est que si elle s'était limitée disons, aux rebuffades de Moqarané, elle n'aurait pas eu la dimension qu'elle a connue, sauf que ce qui lui a valu donner cette dimension quasi nationale, puisqu'elle va Oui, traverser un très grand territoire, c'est le Cheikh El-Haddad. Ah oui, Cheikh El-Haddad. C'est lui qui va appeler à l'époque au djihad et qui Oui. va justement mobiliser les tribus Pourquoi qui n'auraient été beaucoup moins enclines à suivre le Moqarani Parce tout que seul. l'une des causes principales, je dis bien principales, de l'insurrection de 1871, Oui. c'est justement lié à ça. À partir du moment que la France a enlevé les bureaux arabes, les bureaux militaires, Oui, et ils ont mis des bureaux civils. absolument. Donc la dimension des cheikhs, la dimension maraboutique, s'est vue refluer. Donc il est dans Cheikh El-Haddad El-Moqrani qui était aussi des chefs religieux. Donc la dimension religieuse et maraboutique, entre guillemets, de ces chefs a été un peu éloignée. Certes. Ce qui a fait l'une des causes de la révolte. De l'insurrection. Il y a aussi le fameux problème, c'était les Juifs. À partir du moment où Crémieux, le fameux décret Crémieux, oui. qui avait donné la nationalité aux Juifs, ça n'a pas plu. Donc, il y a eu plusieurs causes, mais les principales, c'était les Juifs, le décret Crémieux qui avait donné la nationalité française aux Juifs, et aussi le remplacement des bureaux arabes par les bureaux civils, par le pouvoir civil. D'ailleurs, après la fin de l'insurrection, Cheikh El-Haddad, Ali Ouqassi, le caïd Ali Ouqassi, qui était celui qui a dirigé l'insurrection chez nous, ils étaient jugés par des tribunaux civils, formés essentiellement de colons. Et les avocats de Cheikh El-Haddad, d'Ali Ouqassi, refusaient le pouvoir civil, les tribunaux civils. Oui, il le récusait. Ils le récusaient. Ils voulaient que ce soit, puisque c'était des soldats, c'était des chefs guerriers, ils voulaient être jugés par leurs semblables, par des pouvoirs militaires, par des tribunaux militaires. Après, l'histoire a continué son cours. Ils ont été bannis à la Nouvelle-Calédonie. Certains sont morts, d'autres sont revenus. D'ailleurs, dans votre ouvrage, qui est richement illustré, on retrouve aussi les différentes mosquées qui ont jalonné cette histoire. Ah oui. Les fontaines, les rituels autour de cette fontaine. Autour des fontaines. Et Tizi Ouzou est basé, je parle de la Haute-Ville, Tizi Ouzou est basé sur les fontaines. Et chaque fontaine, qui était dans une placette, donnait le nom de la fontaine, c'était le nom du quartier. Chaque fontaine donnait son nom au quartier. Voilà. on parle de lutte, il y a eu l'insurrection de 1871. Vous évoquez une autre lutte qui va être d'abord culturelle avant d'embrayer sur la lutte révolutionnaire. Et vous mentionnez, chose que j'ignorais jusqu'à la lecture de votre ouvrage, Chabiba de Tizi Ouzou. Ah oui. Qui est une école d'acculturation, qui est une école de résistance à l'acculturation,
Et vous nous faites découvrir, entre autres personnages historiques, un autre personnage dont j'ignorais l'existence et que j'ai découvert grâce à vous, c'est Cheikh Hassan Hamoutan. Ah oui, ah oui. La Chabiba, c'était en droite ligne du mouvement Nahda d'Algérie, dirigé à l'époque par Ben Badis. Ah oui. Par Ben Badis. Donc, c'était pour sauvegarder la dimension identitaire. C'était les premières écoles musulmanes. Et puis, elle n'était pas une école religieuse. La Chabiba, moi, j'étais un élève de la Chabiba. J'étais un élève avec mon frère Hassan. On allait avec la petite Gandoura. Et puis, elle faisait aussi. On allait à la Chabiba et on allait à l'école française, disons, l'école. Oh, oui. Moi, j'étais à l'école primaire. Oui, de toute façon. Donc, c'était la préservation et la récupération. Et puis, tous les grands moudjahidines de Tizi Ouzou, qui, la plupart sont morts au djihad, des shahids, sont passés par la Chabiba. Et Cheikh Hassan, une chose que je vais vous dire, il était jeune, il avait 11 ans, il avait perdu sa mère. Ah oui. Donc, il avait ce don, il voulait apprendre l'arabe. Bon, je vais pas vous raconter, parce que c'est un peu loin, c'est un peu trop long, je ne vais pas abuser du temps de l'émission. Donc, il voulait étudier. Et son père ne lui a pas non, il lui a permis, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas bloqué. D'accord. Et la particularité de Cheikh Hassan, qui est une légende à Tizi Ouzou, il allait suivre les cours de Cheikh Ben Badis à Constantine. Et Jawad, figurez-vous, il allait comment? À vélo. Il allait à bicyclette. Il allait à bicyclette. D'où son surnom, Darraj. Et ça prenait combien de temps? Je ne sais pas. Et Cheikh Ben Badis, on lui a dit, il y a quelqu'un de Tizi Ouzou, un Kabyle qui est venu. Il était étonné. Où il est? On lui a montré, il était tout jeune. Il a appelé, il lui a donné un surnom, c'était Darraj, il y a Darraj, Warah Darraj, où il est Darraj, le cycliste. Voilà. Oui, et quand il traversait les hauts plateaux, tellement il était pauvre, et sur sa bicyclette, il mettait des journaux sous son pull pour ne pas avoir froid. Ah oui. Voilà. Alors, on va découvrir d'autres personnages hauts en couleur que vous nous faites aimer dans votre ouvrage. Mais avant cela, et avant de revenir au conte berbère de votre grand-père, nous allons faire une petite pause musicale, comme d'habitude, avec notre minute mélomane, qu'on va retrouver tout de suite après le jingle. Notre minute mélomane qui ce soir vous a été choisi par notre invité, M. Salah Selloum, à son insu. Il est tout étonné. Après, je vous expliquerai pourquoi c'est vous qui l'avez choisi. Mais tout d'abord, je vais vous laisser découvrir, ou redécouvrir sans doute, Hajj Melizek avec le Bla Fil Khulta. Voilà.
Très beau morceau de Hajj Malizaq. L'idée m'est venue en lisant la biographie de Mansour Abdouche et cette petite interview que vous reproduisez où on lui demandait quels sont ses chanteurs préférés et il cite Hajj Malizaq et le Blaf al-Khulta, ce côté un petit peu de moral, ce côté édifiant, se mariait très bien aussi avec les contes berbères de votre grand-père, Monsieur Jamil Rahmani. Avant de nous intéresser à une autre dimension du médecin que vous êtes et de l'écrivain, je voudrais un petit peu conclure sur cet ouvrage. Quelle a été un petit peu votre démarche en faisant ce recueil-là? Parce que vous avez mentionné effectivement le souci de préserver cette tradition orale, mais il y a aussi le souci de transmettre le patrimoine de votre grand-père qui ne s'arrête pas à ses contes. Il y a aussi de nombreux ouvrages qu'il a écrits qui sont épuisés et que vous souhaiteriez voir réédités. Tout à fait. Puisqu'il s'agit aussi, excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner en début d'émission, c'est aussi un ethnologue. Oui, c'est un ethnologue. C'est un académicien. Il s'est intéressé à tous les aspects de la vie de son époque. C'est les grands moments, le mariage, la circoncision, l'accouchement, tous les rites qui étaient attachés à ces grands moments de la vie, qu'il a donc récupéré pour le transmettre. Et moi, ma démarche, c'était rendre hommage à mon grand-père, qui était un homme qui pour moi est un Algérien parfait, parce que il manie toutes les langues du pays. Et c'était un musulman très convaincu, très pieux, mais un islam modéré, un islam qui n'était pas, dans lequel il n'y avait aucune violence. Et il a donc, comme je vous le disais, recueilli tout ce qu'il pouvait recueillir. Et moi, j'ai voulu rendre hommage à cet homme qui a passé sa vie à transmettre le patrimoine immémorial et immatériel de sa terre. Alors, entre autres choses qu'il vous a transmises, c'est aussi cette ouverture d'esprit, puisque vous êtes médecin, et néanmoins, vous vous intéressez à un aspect de la médecine qui pourrait faire hausser les sourcils au XXIe siècle, et qui pourtant a une dimension très importante, avec votre ouvrage bien portant avec la médecine du prophète, ce qu'on appelle Tib Nabawi. Et j'ai découvert, grâce à vous, que parmi ceux qui s'y étaient intéressés, il y avait Jalal Suyuti. Oui, Jalaluddin Suyuti, qui était un grand savant du XVe siècle, qui était un universaliste, c'était l'un des derniers universalistes de la fin du Moyen-Âge, et il a touché à quasiment tout. Toutes les sciences. Son tafsir est célèbre. Il était médecin. Et il a, dans son livre Tib Nabawi, il a recueilli tout ce que la médecine de l'époque connaissait. Et donc, il a tiré ses enseignements du Coran, des hadiths et d'un certain nombre de traditions, et notamment de la médecine aussi grecque et romaine. Et ça a donné ce livre dans lequel il y a des conseils de santé qui sont extrêmement intéressant, parce que pourquoi on m'a demandé de faire un essai sur Tib Nabawi, c'était pour voir à la lumière de la science contemporaine si ces prescriptions tenaient la route. Coraniques tenaient la route, et tout à fait, elles tiennent tout à fait la route, puisque certains slogans de la médecine moderne sont bouger, manger, et le prophète disait attention, l'estomac c'est l'antre des maladies. Et quand on sait, effectivement, les maladies hydriques, les maladies métaboliques sont liées à l'alimentation, eh bien, c'était éminemment précurseur. Et par ailleurs, dans le Coran, dans les hadiths, il y a des notions d'épidémiologie, puisque le prophète disait, quand il y a une épidémie dans une ville, vous ne sortez pas de cette ville, et vous n'y entrez pas si vous êtes en dehors de la ville. Et le masque, l'idée du masque est née à ce moment-là. C'est-à-dire que
on disait à l'époque, les médecins musulmans disaient que dans l'air, il y avait des particules qui transmettaient des maladies et que pour s'en protéger, il fallait se couvrir de tissu le visage. Donc c'était l'ancêtre du masque. Alors quand j'ai lu ça, moi je ne suis pas un essayiste, je suis plutôt un romancier, mais quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et puis une petite anecdote, ma grand-mère, ma mère m'interdisaient de boire à même la bouteille. Vous savez, quand il fait chaud en Algérie, on se précipite au frigidaire. Quand on vient de la rue, on se précipite au frigidaire, on prend la bouteille d'eau glacée, parce qu'avant il y avait de l'eau du robinet dans des bouteilles de verre dans le frigidaire, et puis on buvait au goulot, et ma mère me disait surtout pas, ma grand-mère me disait surtout pas, il ne faut pas. Et ça tient à deux choses, de même que boire au robinet, à même le robinet, il ne fallait pas faire. Et ma mère me disait, tu te rends compte, s'il y avait une sangsue qui était collée sur la canalisation, eh ben tu pourrais l'avaler. Et ça, le prophète, dans les hadiths, l'a dit, surtout ne buvez pas d'une eau dans une bouteille au travers de laquelle vous ne pouvez pas voir, parce que, l'eau peut être trouble, et deuxièmement, il pourrait y avoir un animal qui collé aux parois que vous pouvez ingérer. Et j'ai vu à quel point mon enfance, mon adolescence avait été marquée dans ces recommandations, oui. Et qui venait de l'islam. Et j'imaginais pas que ça venait de l'islam. Il y a aussi l'aspect... je vous en prie, oui, vous voulez rebondir sur ça? Je voudrais compléter, je vous en prie. La circoncision. Oui. Ça a aussi un effet, disons, hygiénique. Le kohl, bien sûr. c'est pour protéger des maladies des yeux, le trachome à l'époque. Il n'y avait pas de l'oïromycine, il y avait donc le kohl, la circoncision. C'est pour un peu rebondir. Oui, bien sûr. Mais il y a plein de choses qui sont tout à fait d'actualité. Le sport, la pratique du sport, il est recommandé de bouger, c'est-à-dire de tirer à l'arc, de faire du cheval, pour avoir une santé, pour avoir une bonne santé. Et par ailleurs, la santé mentale et la santé physique étaient indissociables. Le prophète disait, vous ne pouvez guérir d'une maladie que si vous avez un esprit sain. Dans un corps sain. Dans un corps sain. Il y a aussi la dimension phytothérapique. Dans une époque où l'industrie pharmaceutique impose un petit peu le tout chimique. Bien sûr. Et il y a des recommandations phytothérapiques qu'on retrouve dans la médecine prophétique. Bien sûr. Et qu'on retrouve aussi dans Bien portant avec la médecine du prophète, puisque j'ai repris ce que Suyuti recommandait quand vous buvez un jus de citron, quand vous mangez des oranges, quand vous mangez certains légumes. Les vertus du miel. De la nigelle, de la graine de nigelle, habba souda. Et tout cela, il y a des justifications scientifiques. Le prophète disait, habba souda, elle guérit de tout, sauf de la mort. Et effectivement, on s'est rendu compte, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur la graine de nigelle qui montrent ses effets antiseptiques, antibiotiques, sa richesse en antioxydants qui préviennent certains cancers et les maladies cardiovasculaires. Idem du miel aussi, qui est mentionné aussi bien dans le Coran que dans les hadiths. Idem du miel dont on savait à l'époque qu'il avait des vertus antiseptiques et qui ont été reprises de nos jours pour traiter les ulcères de jambes, par exemple chez les diabétiques. Les ulcères de jambes chez les diabétiques ont beaucoup de mal à guérir. Et grâce au miel, on arrive à cicatriser parce que le miel a des pouvoirs non seulement antibiotiques, mais des pouvoirs cicatrisants. D'où peut-être, si tu le permets, bien sûr. Dans le Coran, il est cité Tini ou Zaytouni. Oui, aussi. Oui, les figues et les... Chez nous, en Kabylie, jusqu'à maintenant, les problèmes d'estomac, ça soulage. On met de la figue dans de l'huile d'olive, on laisse macérer et on la prenait. Et puis ça a des vertus médicinales. Donc tout est lié au... Certes. Oui, et puis l'ail, non, et puis bon, on se rend compte aussi, le prophète disait, l'islam c'est la religion du juste milieu. Absolument. Et donc, il disait la tempérance dans tout ce que vous faites, aussi bien dans l'alimentation que dans la boisson. Il ne faut pas manger jusqu'à satiété, il faut vous arrêter juste un peu avant. Oui, un fameux hadith disait un tiers pour l'air, un tiers pour l'eau, un tiers pour la nourriture. Et ces conseils tombent bien parce que c'est bientôt le Ramadan. Oui, voilà. Pour la tempérance, certes. Alors,
je me tourne vers vous, Monsieur Selloum, avant de revenir ensuite à la jonction un petit peu entre les deux ouvrages de Monsieur Rahmani. Je me tourne vers vous pour revenir vers Tizi Ouzou, ma ville natale, où on découvre, on connaissait le romancier et on découvre le poète. Et on comprend, dès votre premier poème, on comprend la démarche de votre livre, puisque le premier poème s'ouvre sur ce vers « Je voudrais faire renaître ces moments qui ne sont plus ». Absolument. Ça a toujours été un petit peu la vocation des écrivains, et surtout celle peut-être de l'un des plus célèbres d'entre eux. On retrouve cette recherche proustienne du temps perdu. Voilà, la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui a bercé notre jeunesse aussi. Certes, et c'est un petit peu cette démarche qui anime absolument. votre ouvrage. Toute ma démarche poétique repose sur le fait de la nostalgie. Nostalgie qui vous fait d'ailleurs écrire aussi « Salut à toi, vieux Borj », où vous saluez le Borj comme vestige et témoin d'une histoire pluriséculaire. Ah oui. Le Borj de Tizi Ouzou, au-delà de l'aspect poétique, évidemment, c'était le premier édifice de Tizi Ouzou. Tizi Ouzou tire son nom parce qu'il y avait les Romains sur ce Borj avant. Et les Romains avaient donné un nom à Tizi Ouzou, Oppidum, qui voulait dire enceinte fortifiée. Et enceinte fortifiée, cette enceinte se trouvait au niveau du Borj. Puis il y avait les Turcs qui sont venus et les Français ensuite. Donc le Borj, c'est pour ça que j'ai mis un poème sur le Borj, parce que c'est un peu la mémoire vivante. C'est le premier édifice de Tizi Ouzou. Il n'y a pas un Tizi Ouzien ou un Kabyle qui ne connaît pas le Borj de Tizi Ouzou jusqu'à maintenant. Bon, c'est devenu une caserne. Moi, je dirais un peu tant mieux. Un caserne, parce que ça préserve un peu le lieu. Oui, voilà, il faut l'édifice. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Et vous rendez aussi hommage au fameux Sidi Belloua. Oui. Et vous rapportez ensuite de nombreuses légendes qui se rattachent à lui. On retrouve un petit peu la dimension du conte. Voilà. Et des légendes qui sont rapportées par les Français eux-mêmes à l'époque coloniale. Oui. Notamment, vous rapportez la mort d'un certain capitaine de Béthune en 1855 qui aurait profané le mausolée. Le mausolée et qui l'a payé de sa vie. Ah oui, parce qu'à l'époque, quand la France est rentrée, ils voulaient faire une sorte de casernement pour dominer toute la... Parce que de Sidi Belloua, du mont Belloua, on domine toute la Kabylie, toute la vallée du Cibao. Donc ils voulaient faire un casernement. Et les Français ne connaissent pas nos saints, bien sûr. Donc il a profané un peu le mausolée, il est rentré. D'abord, il ne s'est pas déchaussé. Parce que nous, jusqu'à maintenant, quand on rentre dans un tombeau, dans un sanctuaire d'un marabout, d'un saint, on se déchausse. La première, c'est comme une mosquée, la première des choses à faire, c'est de se déchausser. C'est une condition sine qua non, on se déchausse. Donc, le militaire, le capitaine, a dû rentrer avec ses gros sabots. C'était la première chose à ne pas faire. Et deuxièmement, c'était le bruit aussi. Le bruit, et peut-être que les soldats à l'époque, ils étaient ivres ou l'argent. Donc, à sa sortie, la légende, et puis c'est pas moi la raconte, c'est un colonel français qui la raconte. Voilà, c'est surtout ça le plus frappant. Le plus frappant. Et il disait, juste à la sortie du mausolée, du sanctuaire, il y avait des vomissements. Le capitaine là, il avait des vomissements, et il n'a pas tardé à succomber. Alors qu'il n'était pas malade. Il y avait même Loukil, le gardien de Sidi Belloua, qui me l'a raconté dernièrement, en 1954, parce que nous, les Moudjahidines, le Mont Belloua, il y avait beaucoup de caches. Donc les autorités françaises militaires, ils voulaient construire toujours un casernement. Et ils faisaient du bruit, ils buvaient les soldats buvaient, ils faisaient du bruit, et puis alors ils construisaient des guérites. Alors, la journée, ils construisent la guérite, le lendemain matin, la guérite tombait. On ne savait pas par qui. Et puis, il y avait des morts mystérieuses. Chaque matin, on dénombrait 1 ou 2 morts. Ils ont même ramené un exorciste, un curé, pour exorciser le lieu. Ça n'a pas marché. Ils ont compris que le lieu était sanctifié, donc ils ont plié bagage. Il y a aussi des légendes sur Sidi Belloua que je n'ai pas voulu mettre, parce que... Trop tiré par les cheveux, peut-être. Voilà, tiré par les cheveux. Non, et puis
il y avait des tribus en cause. Donc, moi, en écrivant ce bouquin, c'était pas semer la fitna. J'imagine bien. Bien au contraire. Voilà. Bien au contraire, oui. Voilà. Alors, donc, il y a des légendes qu'on préfère taire. Certes, bien sûr. Surtout lorsqu'elles sont liées à des rivalités qui sont archaïques et qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, bien sûr. Si tant est qu'elles aient eu lieu d'être. Et d'autant plus qu'ils ne sont pas vérifiables aussi. Comme la plupart des légendes. Voilà, comme la plupart des légendes. Voilà. Alors, avant de synthétiser un peu nos propos, je vous propose une deuxième petite pause, cette fois-ci littéraire. J'allais dire non pas musicale, mais y a-t-il plus musical que la littérature finalement? Comme d'habitude, chers amis, on se retrouve après le jingle pour notre livre de chevet. Nous avons évoqué avec nos chers invités les marabouts et leurs fonctions sociales, et médecins, qadis et aussi instituteurs. Absolument. Instituteurs, et cet épisode du marabout instituteur est évoqué dans notre livre de chevet, Idriss, du militant et regretté Ali El-Hammami, est évoqué de manière très plaisante et très humoristique dans le passage que je vous propose de redécouvrir avec moi, puisqu'il s'agit de la fameuse séance de la falaqa. Le gourdin de Si Abdeslam, Si Abdeslam c'est l'instituteur, le gourdin de celui de la Zawiya évidemment, le gourdin de Si Abdeslam s'appelait Rahima, la miséricordieuse. Jamais nom n'a été aussi mal placé. C'était lui-même qui le maniait lorsqu'il avait à corriger quelqu'un d'aussi notoire. Et, ma foi, il le maniait de main de maître. Avant de frapper, il édictait, en homme qui comprend ses devoirs de stricte justice, sa sentence, et fixait le nombre des coups à donner. Cela variait entre 25 et 30. Généralement, pour les débutants, les fautifs occasionnels, le maître se montrait indulgent. Il réduisait la peine à 10 ou 15 coups. Pour les récidivistes, cela allait à 50 et quelquefois 75. Les seuls lauréats de la centaine étaient le Noiraud et le Joufflu. Ces deux joyeux lurons qu'Ali El-Hammami décrit. Ils s'en faisaient gloire. Un élève dont l'emploi consistait à compter les coups l'assistait dans cette besogne. Assister, c'est Abdeslam. D'ordinaire, c'était le Noiraud qui réclamait et souvent obtenait ce rôle d'aide-bourreau. Mais comme il totalisait avec le Joufflu un peu plus des 9 dixièmes des falaqa distribués, ses fonctions d'assistant se réduisaient à de rares interventions. Il avait une fâcheuse tendance à se tromper sur le nombre des coups, mais toujours au détriment du patient. L'usage voulait qu'il comptât à haute voix le chiffre dès que le gourdin se mettait de la partie. Mais arrivé à un certain nombre, le vindicatif, sans qu'on puisse s'apercevoir du manège, ramenait subrepticement le compte de quelques unités en arrière, puis le reprenait jusqu'à sa fin. La majoration portait sur un coefficient allant de 15 à 30%. Quelquefois, cet exercice doublait copieusement le chiffre fixé par la sentence du frère. Roublardise et... C'est savoureux, hein. Oui, c'est savoureux et sadique aussi, puisqu'il revenait en arrière. Certes, c'est savoureux et puis c'est éminemment riche. C'est un ouvrage lui aussi protéiforme où l'histoire côtoie la sociologie, l'anthropologie et le romanesque. Vraiment un ouvrage à découvrir. Ali El-Hammami, Idriss, publié par la SNED, puis réédité par l'ENAG et ensuite par l'ANEP. Et toutes ces éditions ont été épuisées en espérant une nouvelle réédition, Inch'Allah. Je me tourne vers vous, Monsieur Rahmani, un petit peu pour la conclusion de notre émission. On a vu, en entrecroisant un petit peu vos deux ouvrages, c'est les contes berbères de mon grand-père et être bien portant grâce à la médecine du prophète. Tout ce patrimoine qui va de l'Antiquité, de la Numidie qui a été le socle historique de l'Algérie actuelle, jusqu'à la civilisation musulmane, tout ce patrimoine qui reste très très méconnu et dont on n'exploite pas suffisamment toute la richesse. Est-ce que vous partagez Oui, tout à fait. Tout à fait. La culture algérienne est immensément riche. Hein. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Hein. Il s'étend sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés.
il y a des cultures diverses et variées, hein, du nord au sud. Moi, je me souviens quand j'étais en amphi dans mes études de médecine à Alger, on était 600 dans l'amphi et on passait par toutes les couleurs de peau. Il y avait le noir ébène, à la jeune fille arienne aux longues tresses blondes et ça, c'est la traduction de notre pays a été au carrefour des civilisations, a été un lieu de passage et chacun a laissé sa trace. Et pour ça, je voudrais parler aussi de la darija, la langue. C'est vraiment l'histoire de notre pays, hein, l'histoire de cette langue. Les mots de cette langue traduisent l'histoire de notre pays. Par exemple, l'orange. L'orange a plusieurs mots. En Algérie, on l'appelle China. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle China? Eh bien, tout simplement parce qu'elle venait de Chine. De même qu'en arabe, l'arabi al-fusha, ils disent Burtukal. Pourquoi Burtukal? Eh bien, parce que les Portugais l'ont ramené au Portugal de Chine et l'ont transmise au monde méditerranéen. Kermos Nsara, par exemple. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Kermos Nsara? Kermos Nsara, tout simplement parce que les Espagnols l'ont amené du Mexique en Espagne et ça a diffusé dans tout le pourtour méditerranéen et nous l'avons appelé la figue des Nazaréens, la figue des chrétiens. Et ce qui est amusant, c'est que les Français l'ont appelé la figue de barbarie. Inversement. En référence à la barbarie, aux États barbaresques. Et donc cette langue, cette darija, c'est le témoin de toutes les influences méditerranéennes que nous avons subies. Hein. Il y a des expressions aussi qui viennent du turc, comme par exemple la halad didano, c'est une expression qui vient de l'ottoman. Qahwadji, Qababji, tout ça, ça vient de l'ottoman. Le beylik. Le beylik. Quelque chose qui appartient à l'État, on dit le beylik. Bien sûr. Le khoja. Tout ça, ce sont des fonctions. Tout à fait. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui, quand on laissait la lumière allumée, elle me disait tu vas enrichir le beylik. Voilà. Vous vous souvenez? C'était l'État. Et le beylik, oui, le beylik, c'était. Jusqu'à maintenant. C'était Oui, l'expression perdure. Donc, le fond culturel de notre pays est extrêmement riche. Hein. Les Vandales sont passés par là, les Byzantins, les Romains. Les Romains ont laissé leurs traces. Boukhala, par exemple, c'est un mot. On dit que c'est un mot qui vient du romain. Boukhala taboukalt en kabyle. Et donc cette darija doit être protégée et c'est une langue qui doit être à part entière, à mon avis. Notamment à travers le melhoun, puisqu'on a entendu Hajj Maizer, le Sha'bi en général. Tout à fait, le rail. Et le melhoun, grâce auquel les griots, justement, les conteurs, réussissaient à retenir l'attention de l'assistance. Pour continuer de l'histoire riche de notre pays, dont il faut s'enorgueillir, c'est que l'Algérie a donné un saint à la chrétienté. Saint-Augustin. Je crois que ce n'est pas le plus prestigieux. Disons. Sa mère, Sainte Monique, Santa Monica. Ouais. Nous avons aussi donné un pape un empereur. Un empereur Aaron. Donc, vous avez raison de le dire, que notre pays est bien sûr. Puis Saint-Donat aussi. La culture berbère, bien sûr, c'est d'une richesse. Et comme je le disais tout à l'heure, elle s'écrivait, la langue berbère s'écrivait jusqu'au Moyen Âge. Il y a des manuscrits qui sont écrits en berbère. Je me tourne vers vous, Monsieur Selom, pour le mot de la fin. Oui. Votre ouvrage protéiforme contient de la poésie, une rétrospective historique, de l'architecture, mais aussi, puisque un pays n'est rien sans ses hommes, au sens générique du terme, c'est-à-dire ses hommes et ses femmes, des biographies de grandes figures. On n'a pas le temps de toutes les citer. Hein. On peut mentionner comme ça en vrac Mohamed Zmirli, Simouh El-Kchaï, grâce auquel vous révéler la dimension militante du scoutisme, qui a été une véritable école du nationalisme.
Et grâce auquel on découvre l'histoire du croissant rouge algérien. Absolument. Voilà, Mansour Abtosh qui a choisi pour nous la minute mélomane. Là encore, en ce qui vous concerne, même si l'ouvrage se focalise sur Tizi Ouzou, c'est tout le patrimoine de l'Algérie. Une ville, il y a plusieurs dimensions dans une ville. Voilà. Il y a plusieurs dimensions. Il n'y a pas une ville. D'abord, une ville sans ses édifices. Parler de la ville. Donc, on parle de son histoire. Et aussi, on doit parler de ses... Comme l'a dit Victor Hugo, une ville sans édifices, ce n'est qu'une fourmilière. Certes. Bien sûr. C'est ça. Parce qu'imaginez une ville qui n'a pas d'édifice. Parce que l'édifice, c'est une mémoire. On se réfère à cet édifice pour retracer d'où on vient. Pourquoi cet édifice, pourquoi il a été construit. Quand je dis édifice, je dis mosquée, caserne, on a parlé du Borge. Donc, un édifice retrace la mémoire d'une ville. C'est pour ça que Victor Hugo a dit qu'une ville sans ses édifices, ce n'est qu'une fourmilière. Oui, vous mentionnez par exemple, sur une photo d'une APC, vous mentionnez qu'à l'époque, il y avait une entrée pour les indigènes et une entrée principale pour les Européens. Oui, l'ancienne mairie. Voilà, et vous mentionniez justement cet aspect de l'apartheid colonial. Mais c'est très important à dire ça aux nouvelles générations, de dire qu'il y avait clairement des différences qui tenaient de l'apartheid. Voilà. L'ancienne mairie de Tizi Ouzou dont j'ai parlé, il y avait deux entrées. Il y avait l'entrée de Passy-Baye, une belle entrée. Il y avait une autre derrière. Donc l'entrée principale était réservée uniquement aux Européens, aux Français. Et l'autre, la petite porte de derrière, c'était réservé aux indigènes. Oui, d'ailleurs, à se demander si... C'est une forme d'apartheid. Dans la région d'Alger, le Club des Pins était interdit aux musulmans. D'ailleurs, à se demander si apartheid colonial n'est pas un pléonasme. Monsieur Salah Sloum, le mot de la fin, oui. Le mot de la fin, je voudrais revenir donc une ville, c'est ses édifices et aussi ses hommes, ses légendes. Certes. Et j'aimerais bien parler de Mansour Abtouche. Très rapidement, oui. Très rapidement, parce que vous avez cité tout à l'heure Hadj Mrizaq. Oui. Et c'est Hadj Mrizaq lui-même qui lui a dit de signer à l'époque au Mouloudia. Au Mouloudia qui était un club musulman. Donc l'histoire entre la JSK et le Mouloudia, c'est une histoire ancienne. Parce que Mansour Abtouche a été toujours le trait d'union entre le Mouloudia et la JSK. Et j'insiste sur ça. Certes, et il y a une très belle biographie de Mansour Abtouche dans votre ouvrage, Tizi Ouzou, ma ville natale sous le ciel infini du temps qui passe de Salah Sloum. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous en prie. Merci. Un immense plaisir de vous avoir lu, de vous avoir reçu. Merci. Monsieur Jamil Rahmani, je rappelle que votre ouvrage s'intitule Les contes berbères de mon grand-père, recueil de contes de feu votre grand-père, Slimane Rahmani, et que vous avez aussi un ouvrage qui s'intitule Être bien portant avec la médecine du prophète, aux éditions d'Alimène. Voilà, coécrit avec votre compère Michel Canesi. Merci encore d'avoir été parmi nous, Jamil Rahmani. Merci. Je voudrais vous dire juste une chose, c'est que j'ai une page Facebook Alger sans Mozart où je mets des photos d'Alger, ma ville, que j'adore. Alger, je suis amoureux d'Alger. Et donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés de voir les monuments souvent méconnus de cette ville, eh bien, vous pouvez aller sur cette page. Le dernier mot du dernier mot. D'accord. Pour rebondir sur Jamil, vous parlez d'Alger, qui est une très belle ville. Pour moi, c'est la plus belle ville méditerranéenne. Parce que moi, je connais beaucoup de villes méditerranéennes. Je suis tout à fait d'accord. C'est une splendeur. Et Tizi Ouzou, moi je l'ai dit dans mon livre, j'ai dit que c'est une ville musée. Pourquoi? Parce que tous les grands architectes qui ont construit Alger, ils ont construit aussi Tizi Ouzou. Bien, voilà, donc sur ce, messieurs, merci encore d'avoir été parmi nous. Ça nous a fait. Et les meilleurs pour la fin, merci à vous, chers amis, de nous avoir reçus chez vous. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt.